Merci François, merci Samantha pour l'invitation. Bonjour à tous. En effet, je vous parle de Madagascar. Vous apercevez peut-être derrière moi la carte de la grande île où je réside depuis 30 ans. Alors, à l'occasion de ce point de rentrée, je voudrais vous dire qu'on a à Madagascar le plaisir d'avoir une école homologuée nouvelle. On passe de 23 à 24 écoles homologuées, mais que dans un pays francophone et d'une implantation ancienne de notre enseignement, il y a encore du potentiel de développement et il y a une demande d'écoles françaises, certaines nouvelles en cours de création, je pense à l'île de Sainte-Marie, certaines en cours d'extension, passant du primaire avec l'ouverture d'un collège, je pense à Nosy-Bé, et d'autres demandes ailleurs. Je ne vais pas vous parler que de Madagascar dans ce propos, mais voilà, c'est simplement pour souligner que dans cette zone plus largement de l'Afrique francophone, et bien sûr aussi de l'Afrique anglophone ou lusophone, là aussi, il y a une attente de l'enseignement français. Je confirmerai aussi les résultats de la consultation que Samantha a présentée en début de ce webinaire et les quelques échos que j'ai de la rentrée ici à la capitale et dans les villes de province et aussi de mes collègues dans ma circonscription AFE montrent bien l'attachement des gens d'abord à la qualité de l'enseignement. Et c'est quand même un souci qui revient de plus en plus. Et puis, en second lieu, une grande préoccupation sur les tarifs dans une période d'inflation et de dépréciation de l'euro qui impacte un peu qui impacte fortement les familles ici. Et puis, un autre élément qui est lié au développement du réseau, c'est la proximité. Dans un grand pays où les communications sont difficiles, eh bien, le fait d'avoir des petites écoles réparties sur l'ensemble du territoire est un point important, avec bien sûr une différenciation entre le maternelle primaire avec une grande proximité, la plus grande possible, les collèges qui sont regroupés dans les villes principales, et puis deux lycées pour ce qui est de Tana. Donc, ces préoccupations sont communes à d'autres pays où on craint parfois que les plus petites écoles, qui sont les moins bien dotées, soient menacées, notamment quand elles ne peuvent pas supporter les coûts d'un chef d'établissement résident, puisque parfois, ceci réapparaît comme un des critères de l'homologation. Alors, deux ou trois autres questions qui se posent actuellement dans les échanges que nous avons ici et avec les conseillers des Français de l'étranger d'autres pays, c'est la question de la valorisation des compétences, la valorisation locale des compétences. Et donc là, c'est une question que j'ouvre et à laquelle peut-être certains panélistes pourront répondre. Est-ce que les instituts régionaux de formation permettront à des enseignants recrutés localement ou détachés de longue date d'accéder à des qualifications, à une reconnaissance, une valorisation des acquis de l'expérience qui leur permettrait de voir évoluer leur carrière? Cette question m'a aussi été posée par quelqu'un de Londres, par exemple, récemment, qui souhaite rester à Londres, mais qui se dit, si je reste à Londres, je n'ai pas d'évolution possible. Donc, par rapport à la question de l'alternance entre la France et l'étranger, ou bien la question de la promotion de compétences dans le réseau avec une mobilité interne au réseau, qui était un petit peu sous-jacente au dialogue que j'ai entendu tout à l'heure entre Hélène Conway-Mouret d'une part et Samantha Casbonne d'autre part, cette question est posée par des gens qui souhaitent poursuivre leur carrière dans le réseau sans nécessairement rentrer en France et faire reconnaître leurs compétences pour accéder à des responsabilités de maître formateur, de MCP2 ou de chef d'établissement. Donc, voilà une question dont je suis porteur. Sur ce point, par exemple, j'ai été surpris de voir que des chefs d'établissement qui étaient autrefois, enfin des postes de chefs d'établissement qui étaient autrefois pourvus par des expatriés, qui avaient été, dans une bonne gestion, me semble-t-il, remplacés par des contrats de résidents, ont été de nouveau transformés en expatriés. Quand on connaît le coût environ 2,5 fois supérieur d'un poste d'expatrié, on ne comprend pas très bien la logique, alors que les moyens devraient plutôt être utilisés pour soutenir l'extension du réseau. Voilà quelques observations que je voulais faire et quelques questions que je voulais poser. Alors, plus largement, c'est une question de gestion de moyens. C'est-à-dire quand on dit qu'il faut doubler les effectifs et qu'il faudrait mettre les moyens nécessaires, personne n'imagine qu'on va doubler la dotation budgétaire de l'État à l'enseignement français à l'étranger, qui globalement est de 500 millions d'euros, dont 100 millions de bourses et 400 millions d'aide à la l'AEFE. On n'imagine pas que ça va passer par un coup de baguette magique 1 milliard pour obtenir le doublement des effectifs avec la même structure de coût. Et donc là, il y a quand même une réflexion à avoir sur l'optimisation et l'allocation de ces ressources.
Et donc, une demande qui est exprimée assez souvent, c'est d'obtenir une meilleure transparence sur l'aide par élève selon la catégorie d'établissement. Gestion directe, conventionné, partenaire. On a vraiment l'impression qu'on affiche un réseau de 560 établissements, 390 000 élèves, mais que finalement l'aide publique du contribuable français est extrêmement concentrée sur quelques établissements. Et ce n'est pas forcément les moins chers. Je reviens à l'exemple de Madagascar. L'établissement le plus cher des pays, c'est l'établissement en gestion directe. Il y a dans la même ville des établissements partenaires homologués qui sont beaucoup moins chers. Alors bien sûr, ils n'ont peut-être pas la même structure d'enseignants et de qualité, mais ça pose des questions aux familles de voir vraiment un système à deux niveaux, à deux niveaux d'aide. Et on note aussi en termes de mixité sociale quelque chose de paradoxal. Dans un EGD, on va retrouver des enfants de familles aisées qui n'ont pas de difficultés pour payer des frais de scolarité élevés, et puis des élèves boursiers. Mais ceux de la classe moyenne intermédiaire, ils ont plus de difficultés à y accéder. Et donc, on n'est pas vraiment sur de la mixité sociale, on est sur deux groupes sociaux qui cohabitent et pour lesquels la liaison, l'intermédiaire, n'est pas présent. Alors, bien sûr, c'est une réflexion qui rejoint celle sur l'aide à la scolarité et les bourses scolaires, avec l'idée de peut-être moduler davantage, différencier l'aide à la scolarité pour pouvoir attribuer des aides à des familles à des niveaux de revenus intermédiaires modestes. C'est un des sujets dont la commission de l'enseignement que je préside à l'Assemblée des Français de l'étranger s'est saisie en proposant une étude sur la remontée du quotient maximal, vous savez, le QMax, qui sert à déterminer le plafond de revenus pour l'éligibilité aux bourses scolaires. Voilà quelques-uns des sujets qui sont sur la table. Et ces sujets sont tellement nombreux et tellement vastes, on l'a vu depuis le début du séminaire, que bien sûr, nous sommes très intéressés par cette question des états généraux. Et là, vraiment, au nom des conseillers des Français de l'étranger, qui représentent ceux qui siègent à l'Assemblée des Français de l'étranger et pour l'enseignement, surtout dans la commission que je préside, on a vraiment un grand intérêt pour cette question, cette proposition qu'on a entendue, mais dont on ne connaît pas encore bien les formes, l'origine, le calendrier, de convoquer des états généraux en souhaitant qu'ils soient le plus ouverts possible et que ce ne soit pas simplement les professionnels du métier qui se retrouvent dans une forme d'entre-soi, mais que les parents d'élèves actuels ou potentiels soient invités et puissent s'exprimer à cette opportunité, avec peut-être aussi prendre le risque d'agiter des idées nouvelles sur les formes d'évolution que pourrait prendre ce réseau de l'enseignement français à l'étranger, avec ces trois catégories d'établissements, ces trois catégories d'enseignants, quelque chose qui paraît un petit peu rigidifié, parfois fossilisé, et qui nous semble devoir être mis à plat pour s'interroger vraiment sur les moyens que la France, à travers son ministère, ses ministères, son budget, peut mettre au service du développement de son enseignement. On a bien vu les défis chiffrés tels que ils ont été énoncés tout à l'heure par Odyssée ou par le sénateur Olivier Cadic. Eh bien, il faut qu'on puisse là aussi s'interroger humblement sur si on devait repartir d'une page blanche, qu'est-ce qu'on ferait? Bien sûr, il n'est pas question de repartir d'une page blanche et de tout démonter pour remettre à plat, mais je pense qu'il faut sortir d'une évolution qui ne serait que marginale. Quand on avait entendu à l'Assemblée des Français de l'étranger Emmanuel Macron, président de la République, c'était en octobre 2017, si je ne me trompe pas, nous annoncer une grande réforme de l'enseignement français à l'étranger avec une grande ambition. Pour l'instant, oui, il y a eu des choses qui ont changé. Il y a la loi de Casbonne, dont Samantha a donné son nom à cette réforme, et on en est heureux, qui ouvre la gouvernance un peu plus, mais pas encore très fortement, aux parents d'élèves ou aux élus locaux de l'étranger, et puis qui permet, avec la création par la loi des IRF, de développer les compétences locales. C'est des bons éléments, mais ce n'est sans doute pas suffisant pour qu'on puisse réaliser l'ambition qui avait été annoncée. Voilà les propos que je voulais tenir devant vous, et merci encore de m'avoir invité.
Merci Jean-Hervé, et je tiens à souligner que Jean-Hervé est quelqu'un qui est à mes côtés aussi depuis maintenant de nombreuses années, qui aujourd'hui préside la commission de l'éducation à l'Assemblée des Français de l'étranger, mais qui s'était aussi impliqué dans le cadre du rapport que nous avons produit avec mon équipe, qui avait apporté un regard aussi expert. D'abord parce qu'il a été membre d'un comité de gestion, si je ne m'abuse, hein, on est bien d'accord, et puis surtout en tant que parent d'élève, il est extrêmement engagé et je tiens non seulement à le saluer, puisque maintenant c'est en qualité d'élu qu'il agit, mais surtout parce que sa vision est des plus, je dirais, aussi pragmatique et que nous devons effectivement tous nous interroger, et j'espère que les États généraux, je prends l'engagement en tout cas de contacter prochainement Anne-Marie Descotes, la nouvelle secrétaire générale, puisque l'engagement venait du cabinet du ministre, certes, ministre d'ailleurs des Affaires étrangères, que je verrai prochainement, je crois que c'est le 5 octobre avec quelques parlementaires. Eh bien, nous aborderons évidemment ce sujet. Nous verrons avec Anne-Marie Descotes, nouvelle secrétaire générale, si elle reprend, mais je n'en doute pas, les engagements du secrétaire général de l'ATRE qui donc nous avait dit qu'il associerait le terrain. Et ce que je trouve aujourd'hui d'intéressant et ce que va offrir Réflexe à l'avenir, c'est que ce terrain, et je remercie les chefs d'établissement qui attendent déjà depuis aussi quelques minutes, vont pouvoir s'exprimer. Et ce sera vraiment l'évolution de Réflexe. Là, vous avez entendu une partie très institutionnelle, mais aujourd'hui, il est important que le terrain que représente Jean-Hervé à sa manière, que d'autres vont représenter dans quelques instants, s'exprime désormais régulièrement et remonte aussi certaines réalités qui peuvent parfois ne pas apparaître comme prioritaires, et c'est à eux donc aujourd'hui qu'on offre cet espace de communication pour qu'ils puissent donner, qu'ils soient enseignants, puisqu'il y aura aussi des enseignants qui parleront en dehors aussi des prises de parole syndicales, parce qu'il est important d'entendre tout le monde, et bien que chacun puisse donner aussi sa vision et à la fois du réseau et de l'avenir de ce réseau. Voilà, donc transition peut-être trouvée, François, pour donner la parole désormais au chef d'établissement, et remercie une nouvelle fois Jean-Hervé Fralin de Madagascar. Magnifique transition, et je rappelle pour ceux qui s'en souviennent plus qu'Anne-Marie Descotes, la nouvelle secrétaire générale, a été directrice de l'AEFE, donc elle est particulièrement sensibilisée sur le sujet, et de la DGM.